Le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé hier vendredi à l'âge de 90 ans. Un deuil national de 9 jours a été décrété. Les funérailles débutent le 4 décembre prochain. Le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce matin à Antananarivo, dans la capitale malgache. La communauté francophone réfléchit sur la nécessité de relever le défi des changements climatiques. La Côte d'Ivoire participe à ce sommet. De 70 sièges à l'hémicycle en 1960 à 225 sièges aujourd'hui, le Parlement ivoirien a toute une histoire. Pour notre rendez-vous qu'apportent les législatives, nous reviendrons sur ces grandes dates et changements. Aujourd'hui, samedi 26 novembre, c'est la journée internationale des enfants de la rue. Ces enfants de la rue sont de plus en plus présents dans notre société. Ils sont nombreux à quitter la famille pour rejoindre la rue. Nous saurons dans cette édition pourquoi ces enfants se retrouvent dans cet enfer. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder le journal de RTI 1. Cuba est en deuil. Le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé hier vendredi à l'âge de 90 ans. Sa mort a suscité une vague de réactions à travers le monde. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient justement d'adresser un télégramme à son homologue cubain, Raúl Castro. Il est ainsi libellé. À son Excellence, M. Raúl Castro, président des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès survenu vendredi 25 novembre 2016 du président Fidel Castro, figure emblématique et leader charismatique de la révolution cubaine qui a profondément marqué l'histoire de Cuba et de l'Amérique latine tout entière. Toute sa vie, Fidel Castro aura été par son combat politique un défenseur acharné d'une justice sociale dans son pays et d'un certain ordre international caractérisé par son leadership sur le mouvement des non-alignés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer au gouvernement et au peuple cubain nos condoléances les plus attristées. Je vous prie de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu le témoignage de notre compassion et de notre solidarité. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Fidel Castro s'est donc éteint. C'est son frère Raúl Castro, président de Cuba, qui a annoncé son décès. Les funérailles de celui qui aura dirigé d'une main de fer Cuba pendant près de 50 ans auront lieu le 4 décembre prochain à Santiago de Cuba. Un deuil national de 9 jours a été décrété. Voyons le récit de Sylvie Toré. Le 13 août dernier, les Cubains avaient célébré son anniversaire avec Fasta, avec à la clé une exposition retraçant le parcours sur tous les hauts faits de l'homme. Fidel Castro avait soufflé sa 90e bougie ce jour-là et ce sera la dernière. Le père de la révolution cubaine, le leader Maximo ou encore le grand chef, celui que les Cubains adoubaient de tous ses surnoms, est mort dans la nuit de vendredi, laissant derrière lui un peuple dans le désarroi et l'inquiétude. Tout le monde doit être surpris par cette nouvelle parce que tout le monde l'aimait. Il a fait la révolution. C'est grâce à lui que nous avons toutes ces choses, que nous pouvons étudier, que nous pouvons préparer nos études. Personne ne s'y attendait. Mais je pense que tous les Cubains doivent se sentir tristes. Pour d'autres, la mort du père de la Révolution ne relève pas de la surprise. Ils en veulent pour preuve cet extrait de son discours en avril dernier à l'occasion du 7e congrès du Parti communiste. Cela peut être la dernière fois que je parle dans cette salle. J'ai voté pour tous les candidats soumis à la consultation par le Congrès et j'apprécie l'invitation et l'honneur d'être écouté. Malgré sa réputation controversée, dictateur pour les uns, grand dirigeant pour les autres, Fidel Castro restera une figure emblématique du XXe siècle. Il restera dans les annales de l'histoire comme celui qui a été le cauchemar d'une dizaine de chefs d'État américains. Il se vante d'ailleurs d'avoir déjoué 638 tentatives d'assassinat, mais l'hémorragie intestinale survenue en 2006 aura raison de lui. Fidel quitte le pouvoir et passe la main à un autre Castro, son jeune frère Raúl. Ce dernier lui promet des obsèques dignes de son rang. Le pays observe un deuil national de 9 jours. Les funérailles auront lieu le 4 décembre prochain
à Santiago. Et la mort de Fidel Castro, père de la révolution cubaine et dirigeant du régime communiste pendant près de 5 décennies, a suscité de nombreuses réactions à La Havane. Je vous invite à regarder. Après avoir entendu les nouvelles, j'ai été empli d'une douleur immense. C'est une perte irréparable. Notre commandant était le père de la révolution depuis sa création. Il est l'architecte de la révolution. Il est l'homme qui a mis en place la pensée pratique et théorique de notre héros national, José Martí. Il y a des hommes qui ne meurent jamais. D'une façon ou d'une autre, les gens se souviendront toujours de lui, pour son côté positif ou négatif, mais le monde s'en souviendra. Fidel est l'un de ces hommes. Pour moi, comme pour tous les Cubains, c'est une nouvelle triste et choquante. Nous avons partagé avec lui, depuis ses débuts à l'université jusqu'à ce moment fatidique, ses idées. Nous avons suivi ses conseils et je pense que Fidel Castro laisse avec sa vie son testament politique. À Cuba, mais aussi dans plusieurs pays, les hommages se sont succédés suite au décès de Fidel Castro. Plusieurs chefs d'État ont salué sa mémoire. Pour le président russe Vladimir Poutine, Fidel Castro était un homme d'État émérite, symbole d'une époque de l'histoire moderne du monde. Le Vénézuélien Nicolás Maduro appelle à continuer l'œuvre du père de la révolution cubaine. Et le décès de Fidel Castro a aussi suscité des réactions à Madagascar, où s'est ouvert aujourd'hui le 16e sommet de la francophonie. La communauté francophone réfléchit sur la nécessité de relever les défis du changement climatique, de la lutte contre la pauvreté. La Côte d'Ivoire, notre pays, participe à ce sommet. Le Premier ministre ivoirien représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le reportage sur place d'Adama Koné. Madagascar, l'île de l'océan Indien au sud de l'Afrique, baigne au rythme de la francophonie. 80 pays de l'espace francophone viennent mettre à flot un nouveau chantier résumé dans le thème du 16e sommet, croissance partagée et développement responsable. Nous sommes convaincus, mesdames et messieurs, que si le monde veut durablement et efficacement lutter contre la pauvreté, créer les richesses pour le grand nombre, tout en préservant ses ressources naturelles et en ralentissant le réchauffement climatique, la communauté francophone doit multiplier les initiatives pour aller vers un monde plus juste et un développement soutenable. À Antananarivo, la capitale malgache, il s'agit pour la communauté francophone, en plus du partage de la langue, de mettre le cap sur la constitution d'un espace plus attractif pour les investissements, source d'épanouissement pour les opérateurs économiques et les populations. Un véritable challenge. La francophonie est loin d'avoir exploité tout son potentiel économique, alors même qu'elle dispose des technologies parmi les plus avancées, que l'esprit d'entreprise et d'innovation y prospère et qu'elle a l'avantage de l'affinité linguistique et d'une même tradition juridique pour beaucoup de ses pays membres. Nous devons faire en sorte qu'il y ait plus de médecins, de personnel soignant qui puissent être formés. Nous devons multiplier nos réseaux d'experts en santé publique. Nous devons abaisser le prix des médicaments. Il est insupportable que des populations, parce qu'elles sont pauvres et démunies, soient en plus victimes de fléaux sanitaires. Seulement, tous ces défis ne pourront être relevés que dans un climat de paix, de sécurisation des affaires et de solidarité sociale. La communauté francophone en est consciente. Nous devons favoriser les déplacements des créateurs d'entreprises. Nous devons faciliter les investissements. Nous devons faire que chaque jeune puisse comprendre la francophonie comme un atout supplémentaire pour réussir sa vie. Nous devons multiplier les forums économiques. Nous devons faire que la francophonie puisse se conjuguer avec la science, avec la recherche, avec l'innovation, avec la technologie. Dans ce climat, la volonté politique doit être un stimulateur, d'où cette interpellation. Notre force, c'est ce multipartenariat. Multipartenariat ouvert à toutes les possibilités. Tout l'exige, parce que le monde bouge. Notre force, c'est aussi la volonté d'un multilatéralisme réellement assumé, sincèrement solidaire. Tout l'exige parce que l'heure est grave, parce qu'il y a urgence, parce que nous n'avons plus d'autre choix que d'affronter et de gérer tous ensemble
ces menaces, ces défis, ces urgences qui nous concernent tous et dont les faits se font sentir sur tous. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État à ce sommet. Sur les 5 continents, 274 millions de personnes parlent le français. Ce chiffre doit évoluer à 750 millions selon le président français François Hollande dans les années prochaines. Le français est la 3e langue des affaires dans le monde et la 2e langue la plus enseignée. À marge du 16e sommet de la francophonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le président français François Hollande. Sur la table des échanges, les problèmes de santé en Afrique et particulièrement en Afrique francophone, le président Hollande a réitéré sa volonté d'appuyer le financement des programmes de développement sanitaire en Afrique. Le Premier ministre ivoirien s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. Nous l'écoutons. Le capital humain, c'est d'abord l'éducation et la santé. Il faut avoir des gens bien formés et en bonne santé. Et donc, c'est important. Vous avez indiqué ce que le président Ouattara est en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment la mise en place de la CMU, là, qui démarre, vous savez, l'année prochaine, avec les 150 000 étudiants. Vous avez indiqué aussi ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara en matière donc de prévention. Notamment, vous savez, Ebola était à nos frontières, n'était pas arrivé donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a demandé qu'il y ait un renforcement donc, des plateaux médicaux et des services médicaux en Côte d'Ivoire. Alors ce qui ressort de ces discussions, qui vont continuer, c'est qu'il va y avoir une meilleure coordination des actions de toute la partie française bien sûr, mais aussi de toutes les agences de financement dans le domaine donc, médical. Par exemple les gens de Gavi, donc l'UNITED, l'agence, le Fonds mondial de la santé, et de manière à ce que la synergie soit encore plus importante. Nous avons souhaité qu'on prenne en compte un certain nombre de maladies qui sont des maladies endémiques chez nous, comme le paludisme, dans le cadre à la fois des financements mais aussi des études, de manière à pouvoir assurer une meilleure prévention de ces dossiers au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une excellente initiative. Les financements sont importants. Gavi d'ailleurs va tenir donc sa prochaine réunion dans une quinzaine de jours à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, qui est candidate au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019, est en campagne à Madagascar. La délégation ivoirienne veut rallier le monde francophone à sa candidature. Elle a donc eu une série de rencontres avec le corps diplomatique, mais aussi avec les chefs de délégation présents dans la capitale malgache, à Ouattoury. La rencontre, rehaussée par la présence du Premier ministre et du président du Parlement malgache, s'est déroulée autour d'un cocktail offert par le président de la République Alassane Ouattara au corps diplomatique et aux chefs des délégations présents à Antananarivo. 25 ans après sa participation et toujours soucieuse d'assumer les responsabilités qui lui incombent au plan international, la Côte d'Ivoire est candidate au siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle veut ainsi apporter son expérience et participer à l'effort de paix à travers le monde. Forte du soutien de l'Afrique, la Côte d'Ivoire sollicite à présent le soutien de la communauté francophone. La Côte d'Ivoire est candidate pour partager sa philosophie, ses expériences et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est pourquoi nous plaidons au niveau de la grande famille francophone pour un soutien massif de tous ses membres à la candidature de la Côte d'Ivoire à ces postes de membres non permanents. Et nous comptons sur votre solidarité envers la Côte d'Ivoire, car vous êtes tous des pays amis, vous êtes notre vraie richesse. Le Premier ministre malgache a exprimé toute sa gratitude à l'État ivoirien pour sa participation au 16e sommet de la francophonie, avant d'ajouter que son pays, Madagascar, va soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Loin de Madagascar, mais très active, la Commission nationale de la francophonie vient d'initier sur place ici à Abidjan une journée porte ouverte pour parler de la francophonie. La Commission veut faire connaître aux jeunes l'OIF et surtout leur expliquer les enjeux de ce 15e sommet de la francophonie qui se déroule en ce moment même à Madagascar. Issa Yeo. La Commission nationale de la francophonie, CNF, veut rapprocher davantage les jeunes de la francophonie. À cet effet, elle a initié ici à Abidjan une journée porte ouverte Cap Sommet 2016 en marge du 15e sommet de la francophonie à Madagascar.
Journée au cours de laquelle les jeunes ont pu suivre en direct via la plateforme Mangrove les activités de la CNF à Antananarivo, capitale malgache. Nous qui sommes les porte-parole, nous pourrions mieux parler de la CNF à ceux qui travaillent avec nous. Qu'est-ce que la CNF peut faire pour ces femmes et quelles sont ces activités qui sont faites sur le terrain au niveau de Madagascar. On a vu des vidéos qui nous ont permis d'avoir une orientation, qui nous ont permis d'avoir une vision sur ce qui se passe là-bas. La francophonie est méconnue du grand public. Pour les initiateurs, une telle activité est la bienvenue. Nous avons jugé bon de pouvoir faire cette retransmission-là à travers une journée porte ouverte ici à la Commission nationale de la francophonie, qui est d'ailleurs la structure technique au plan national qui représente l'Organisation internationale pour la francophonie. Nous avons voulu cette interaction entre Antananarivo et Abidjan pour permettre aux jeunes de suivre M. Ibrahim Diabaté en direct d'Antananarivo, qui va prendre la parole au nom de toute la jeunesse francophone. Le représentant de la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie a saisi cette opportunité pour instruire les jeunes sur l'importance de la francophonie. Outre le siège de la CNF à Abidjan, plusieurs jeunes réunis à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, à la direction régionale de la culture et de la francophonie à Dabou et à Korogo ont pu suivre également en direct des activités de la CNF à Madagascar grâce à la plateforme Mangrove. Et notre invitée de la page culture de ce samedi est aussi jeune. Elle s'intéresse à la francophonie. C'est une amoureuse des lettres, jeune étudiante en licence 3 d'allemand. Guy Rachel est âgée de 18 ans et elle est déjà auteure d'une œuvre poétique. Éternel espoir, c'est le titre de son ouvrage qu'elle vient de publier, un recueil de poèmes qui invite le lecteur à la table de la vie, une vie pleine d'espoir. Avec la plume, elle fait l'éloge de la vie. Elle montre au lecteur comment surmonter les difficultés. Ne dit-on pas, là où il y a la vie, il y a de l'espoir? Mais comment vivre d'espoir? Notre invité nous répondra dans quelques instants. Ce sera dans la page culture. Avant la page culture, parlons politique. Les élections législatives du 18 décembre prochain et c'est un cap sur les législatives. De 70 sièges à l'hémicycle en 1960 à 225 sièges aujourd'hui. Le Parlement ivoirien a toute une histoire. Pour votre rendez-vous dans ce cap sur les législatives, notre reporter Alexis Ouedraogo revient sur ces grandes dates et changements. L'histoire des législatives en Côte d'Ivoire démarre en 1960, le 27 novembre. Houphouët-Boigny vient d'être élu président de la République. À l'heure du parti unique, il nomme 70 députés qui fondent le tout premier Parlement ivoirien. 5 ans plus tard, le 7 novembre 65, Houphouët est réélu. Cette fois, le nombre de parlementaires monte à 85. En 70, le 29 novembre, alors qu'il remplit une nouvelle fois, l'Assemblée nationale grossit. On compte 100 députés. Un chiffre qui évoluera chaque année électorale. En 1975, 120 sièges. En 1985, 147 sièges. Quand sonne le multipartisme en 90, les sièges du Parlement passent à 175. Là, le Parlement se partage dans les urnes. Le PDCI obtient 163 sièges, le FPI 9, le PIT 1, les indépendants 2. En 1996, le PDCI garde 148 sièges, derrière lui le RDR 14, le FPI 12. Le 22 octobre 2000, sous la mandature de Laurent Gbagbo, les législatives sont organisées. Le PDCI et le FPI se talonnent, 84 contre 86 sièges, suivent le RDR 5 sièges, le PIT 4, l'UDC 1, le MFA 1, les indépendants 22. Pour la première fois cette année-là, le nombre de sièges atteint les 225. À ce jour, l'Assemblée nationale compte toujours 225 sièges. Les membres sont élus par un scrutin populaire direct pour une période de 5 ans. Comment réussir la couverture médiatique de ces élections? La question ne préoccupe pas seulement les responsables d'organisations de presse, mais aussi l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Elle vient justement d'organiser une vidéoconférence à laquelle ont pris part plusieurs journalistes sur la question. Ibrahim Ponkara, Serge Koléa.
En prélude aux législatives du 18 décembre prochain en Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis dans le pays veut mettre la presse ivoirienne face à ses responsabilités. Elle a fait appel à Elizabeth Bryan, une journaliste américaine de plus d'une vingtaine d'années d'expérience, pour un partage d'expérience justement. Un partage apprécié par les participants. Cette vidéoconférence sur la couverture électorale, en mon sens, a été une réussite parce qu'elle nous permet vraiment de cadrer comment dirais-je, le rôle du journalisme en période électorale en Côte d'Ivoire. On sait qu'en Afrique, les élections sont toujours source de problèmes et nous, les journalistes, nous devons faire en sorte que nous puissions minimiser ces problèmes au maximum en faisant notre travail selon les règles de l'éthique et de la déontologie. Il est extrêmement important en période électorale de faire preuve de professionnalisme. Alors faire preuve de professionnalisme signifie pour le journaliste ivoirien de s'approprier son code d'éthique et de déontologie, observer des règles tout à fait basiques telles que l'équilibre d'information, l'exactitude des faits, la précision. Il faut également avoir à l'esprit un certain détachement vis-à-vis des leaders d'opinion. Pour l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, la responsabilité des journalistes est très grande en période électorale. Il est important de le leur rappeler. Nous avons beaucoup parlé de le reportage politique pendant les élections aux États-Unis et nous avions essayé de tirer des leçons qu'on peut appliquer ici en Côte d'Ivoire quand on regarde les élections législatives qui approchent. Les journalistes présents à la visioconférence ont pour leur part invité les hommes politiques à être eux aussi responsables en période électorale. Voilà, c'était Cap sur les législatives qui revient demain dimanche sur d'autres sujets. Aujourd'hui, samedi 26 novembre, c'est la journée internationale des enfants de la rue. Ces enfants sont de plus en plus nombreux à quitter leur famille pour rejoindre la rue. Filles comme garçons, ils sont très souvent dans les marchés, dorment sur les tables. Mais comment survivent-ils? Ces enfants sont obligés parfois de se livrer à la prostitution et à la drogue malgré leur jeune âge. Pourquoi se retrouvent-ils dans la rue? Comment les sortir de cet enfer? Réponse avec Davis Oyo et Serge Coléa. Les enfants ont des droits, mais force est de constater, dans la vie de tous les jours, ces droits ne sont pas toujours respectés. Les enfants ont un droit et donc ces droits-là doivent être protégés. Je suis prêt à défendre, à crier sur tous les toits pour ne pas qu'on maltraite les enfants. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. L'une des raisons principales qui favorise le phénomène des enfants dans la rue, c'est la violence. Chaque jour, quand ils sont remarqués, ils boivent, ils viennent me frapper. Chaque jour, ils boivent, ils viennent me frapper. Donc, ceci va chez ma tante à Makore. Ma tante à Makore, maintenant, son mari me faisait la même chose. Donc, ici, revenu, ici, quitter la vessie, venir dans la rue. La rue est devenue le refuge de centaines d'enfants victimes de maltraitance. J'étais chez ma grande soeur. Ben, elle m'a traité, c'est ça, ici, quitter là-bas. Quand nous tous on s'est levés à 8h, elle me frappe. Pourquoi elle me s'est levée à 8h, elle me frappe. Donc souvent, ce qu'elle fait, ce qu'elle n'a pas fait, elle me frappe, que c'est moi qui fait. Elle me frappe, maman, que c'est moi qui vole son argent. Elle me frappe, à cause de ce qui était là-bas. Livrés à eux-mêmes, ces enfants deviennent vulnérables. C'est le cas de certaines filles qui s'adonnent à la prostitution dès leur jeune âge. Quand j'avais 13 ans, je vivais dans la rue. Il y a une fille qui m'a montré comment coucher un garçon. Non, il a couché plein de garçons. Aujourd'hui, il y a 16 ans. Pour aider ces enfants laissés pour compte, l'organisation Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, DDECI, mène des actions. Elle œuvre surtout à leur réinsertion. DDECI procède par des missions terrain. Dès qu'un enfant nous est référé, le cadre, d'abord on lui donne l'appui alimentaire. Parce qu'on s'est dit que peut-être qu'il a fait 2 jours, 3 jours, il n'a pas mangé, ou bien il n'a pas mangé à sa faim. Donc on lui fait un bon repas copieux. Et après, comme ça, un kit sanitaire, c'est-à-dire drap, brosse à dents, tout, pour qu'il soit installé avec un lit, une literie. Et après cela, il passe, après l'assistance sociale, il passe chez les psychologues pour une écoute, pour voir quelles sont les raisons qui l'ont poussé à aller dans la rue. Grâce à tous ces efforts, des enfants
pourront avoir la chance de retrouver leur famille. Beaucoup d'enfants vivent encore dans la rue, sans aucune éducation, sans aucune protection sociale. L'espoir de leur bâtir un avenir radieux s'en trouve ainsi hypothéqué. Autorités gouvernementales, organisations pour la promotion des droits des enfants en sont conscientes. Toutes appellent à une plus grande responsabilité des parents. Et espérons que l'appel sera entendu. Le ministre d'État auprès du président de la République en charge du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jano Ahoussou-Kouadio, vient d'inaugurer des infrastructures de base du village de Mara. La cérémonie s'est déroulée en présence des élus et cadres ainsi que des chefs traditionnels de la région du Poro. Chaltato pour le reportage. Situé à 70 km de Korogo, chef-lieu de région du Poro, Mara, village d'environ 1000 âmes, vient d'être équipé en infrastructures de base, à savoir château d'eau, électricité et centre de santé. Les ministres d'État Amadou Gon Coulibaly et Jano Ahoussou-Kouadio sont ceux qui ont facilité l'obtention de ces infrastructures de base. On comprend aisément ce déplacement du ministre d'État Jano Ahoussou-Kouadio, qui a du reste rehaussé la cérémonie d'inauguration dès sa présence. Il a été accompagné par une forte délégation parmi laquelle le représentant de son collègue Amadou Gon et bon nombre de préfets issus du Poro, mais en activité dans la région du Bélier. Occasion donc pour les populations de Mara d'exprimer leur reconnaissance à ces deux personnalités qui ont œuvré en faveur du développement de leur localité et à travers elles au chef de l'État Alassane Ouattara. Pour sa part, le ministre d'État Jano Ahoussou-Kouadio est revenu sur la vision politique du chef de l'État, celle de voir chaque village de la Côte d'Ivoire se doter d'infrastructures de base dont il a besoin pour emprunter le train de l'émergence. Mara vient d'avoir son ticket et nous espérons nous retrouver ici en 2020 pour l'inauguration peut-être du collège de Mara ou d'autres infrastructures. Parce que le président Alassane Ouattara a une vision claire, c'est de faire la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, un pays émergent. Nous l'accompagnons, nous qui sommes ses affidés. Les danses du terroir et une visite guidée ont ponctué la cérémonie. Nous partons pour l'Ouest ivoirien. Les déplacés du parc national du Mont Péko ont reçu des dons. Des déplacés ont été visités par une délégation conduite par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Maria Tokone. Ces déplacés ont reçu des vivres d'une valeur de 750 millions de francs CFA. Eve Bouy. La population de Michel Kro, village de la sous-préfecture de Guéibli, département de Djekwe, a presque doublé depuis l'évacuation des infiltrés du parc national du Mont Péko. D'une population initiale de près de 4900 âmes, aujourd'hui, elle avoisine 9000 personnes, ce qui a engendré des conséquences dans plusieurs domaines. Pour l'éducation, par exemple, on note une insuffisance et une précarité des bâtiments scolaires, un enseignement à double vacation, un manque en table-banc. Bon, on travaille très difficilement. Hein. Ils sont assis 4, 4, 5, 5, voire même 6, 6 même. Les autres secteurs comme l'eau et l'assainissement, la santé et la sécurité alimentaire sont tout aussi touchés. C'est donc pour s'enquérir de la situation post-évacuation du Mont Péko dans le village de Michel Kro que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes entreprend cette visite de terrain. Elle est accompagnée de la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire ainsi que du directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont venus les bras chargés. 750 millions de vivres offerts par le PAM et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Cette aide est destinée aux personnes qui vivent dans cette contrée, et je dis bien des personnes vulnérables. Que ces personnes soient des déplacés ou ces personnes soient celles qui les reçoivent. Je voudrais tout simplement exprimer encore une fois l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans la gestion de cette question d'exfiltrés du Mont Péko. La ministre Maria Tokone a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à protéger ses parcs et réserves et salue les efforts consentis pour le maintien de la cohésion sociale à Michel Kro. Plusieurs communautés vivent ensemble.
C'est vrai qu'il y a un engorgement, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a un surpeuplement, mais ça se passe vraiment dans la convivialité. Et ce vivre ensemble là est en train d'être jugulé par les chefs de communauté. C'est ce que nous souhaitons, préserver la paix sociale dans la région en attendant que des solutions durables soient trouvées. Et justement, des actions vont être amplifiées grâce à l'appui financier des Nations Unies et dans les tout prochains jours, un comité mixte ivoiro-burkinabé effectuera une mission pour évaluer la situation post-évacuation du parc national du Mont Pékou. Bienvenue dans la page culture. Nous sommes toujours avec notre invité, Guy Rachel. Bonsoir. Bonsoir, Madame Marie-Laure Ngoran. Alors, vous venez de publier L'Éternel Espoir. C'est votre première œuvre poétique. Et l'espoir est le principal thème que vous développez dans cet ouvrage. L'espoir dont vous parlez ici, ça c'est ma conception, un espoir qui ne faiblit pas dans le temps puisqu'il est éternel. Exact. Merci bien. Bien, avant tout propos, j'aimerais bien remercier la RTI, toute l'équipe de réalisation ainsi que la journaliste que vous êtes. Et la RTI est contente de vous recevoir. Alors, donc, expliquez-nous pourquoi cet espoir-là, vous le qualifiez d'éternel. Alors, je vais commencer par interpréter la première page de couverture. On constate bien que éternel est écrit en gras et quant à espoir en minuscule. Juste pour dire que ici, c'est éternel qui protège le mot espoir, comme une mère qui protège son enfant. Il protège l'espoir pour ne pas que l'espoir puisse périr. Et en plus du titre, il y a ici l'image. Oui, on voit une paume. Exact. Il y a un fond noir. Le fond noir ici représente les vicissitudes, les difficultés de la vie. Et il y a une lueur. Oui. Puisqu'on voit une lumière là. Et donc il y a une lueur d'espoir. Exact. Il y a une lueur d'espoir. D'accord. C'est grâce à la lumière plutôt que la main ici, elle est visible. D'accord. On a le temps de décrypter l'ouvrage dans le fond. On est toujours sur le fond, sur la forme. Le genre poétique, c'est ce que vous avez choisi. On dit généralement que le genre poétique est très difficile. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais dire que on dit très souvent que le poète voit les choses autrement, différemment du monde du commun des mortels, donc moi. Donc de ce fait, il faudrait que le poète puisse déjà savoir comment le commun des mortels voit les choses pour qu'il puisse se faire lui-même une propre idée afin de proposer de nouvelles issues, de nouvelles voies face à une situation bien donnée. En plus, la poésie est un espace qui offre une certaine liberté. Avec la poésie, on peut jouer avec les mots, on peut les faire rimer et les faire valser. Et surtout les faire comprendre aux lecteurs. Exactement. Justement, c'est ce qui vous a amené à être initié très tôt. J'ai appris, à partir de 8 ans déjà, vous avez écrit un article qui a été publié dans un magazine. Alors, on va regarder aujourd'hui, vous avez 18 ans, vous venez de publier votre premier ouvrage, Éternel Espoir. On va regarder le résumé qui a été commenté par Sita Soro et puis nous allons revenir sur le plateau. Éternel Espoir, l'œuvre d'une jeune prodige de la littérature, son nom, Guy Rachel. À 18 ans, Guy Rachel a publié son recueil poétique. Une œuvre qui veut faire de l'espoir une force et un acharnement à vouloir sortir d'une condition malheureuse. À l'instar de la musique, l'auteur, au travers de sa poésie, a voulu communiquer une émotion particulière, ses propres émotions. D'où son poème hommage à son ami Charles décédé. Poème intitulé Zouzou Wanda Charles. C'est un texte dans lequel l'auteur est naturel. En même temps que c'est de la poésie est réputée être un genre où il y a beaucoup de phares, beaucoup d'esthétique autour. Mais en même temps que cette esthétique-là, elle est présente dans le texte avec les figures de style et autres, mais on sent aussi la sincérité dans les mots. C'est-à-dire c'est l'auteur qui se raconte. Elle raconte sa vie, elle raconte son expérience, son rapport aux autres, son rapport à la société. Révélée par le biais d'une plateforme littéraire, Guy Rachel est étudiante en 3e année de licence au département d'allemand à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Éternel Espoir est sa première œuvre. Elle compte ne pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà Guy Rachel, votre premier poème s'intitule « Elle m'a choisi ». Qui vous a choisi? C'est elle qui m'a choisi. Je vous invite à lire le premier vers. À la page 13? À la page 13. Elle m'a choisi, c'est qui? D'abord, qui vous a choisi? Elle, c'est ma plume, c'est l'écriture, c'est la poésie. D'accord, qui vous a choisi? D'accord, le premier vers, vous avez dit?
Elle m'a choisi moi. Pour chanter ses merveilles, moi pour être son messager. D'accord. Alors, la plume vous a choisi pour compter, il fait carrière. Oui, parce que je dis qu'elle m'a choisi, parce que tout le monde n'est pas... C'est pas permis à tout le monde de pouvoir écrire. Et vous? Donc, et moi, j'ai pu écrire, donc de ce fait, je dis que c'est un choix qu'elle a fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Parce que dans ce texte, j'assimile la plume ici, l'écriture, la poésie à une divinité. Donc de ce fait, je deviens disciple de cette écriture, de la poésie. Et le message qu'il faut véhiculer, c'est le contenu. Le contenu qui consiste à instruire, à éduquer, à éclairer les lanternes et aussi à faire rêver. Est-ce que le poète que vous êtes, je me permets de le dire, est-ce que vous êtes toujours compris? Parce que, est-ce que votre message passe-t-il toujours? Je vous pose la question à cause de votre poème à la page 23. Je vous invite donc à aller à la page 23. Vous avez intitulé « On a écrit ». Vous dites, et je cite, « On a transcrit nos cris ». On a transcrit nos cris par écrit. Et qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que ça a changé? La réponse? On a écrit... On a écrit... Je continue? Oui, allez-y. On a écrit pour éveiller leur conscience et on a reçu des rires. On a écrit pour les interpeller et on a vu du sang. Stop là. Donc, expliquez. Le poète n'est pas compris alors? Le poète n'est pas toujours compris. Même les écrivains, de façon générale, ne sont pas toujours compris. Mais n'empêche qu'on continue toujours d'attirer l'attention des uns et des autres au travers de nos écrits. D'accord. Et vous faites l'éloge de la vie, je l'ai dit en début de journal. Vous ne passez pas sous silence aussi les difficultés de la vie. Exact. Alors, quelle est votre solution pour surmonter les difficultés? Pour moi, l'élément clé, c'est l'esprit. Parce que comme j'ai eu à le dire dans l'un de mes textes, un esprit fort conduit à la gloire. Donc, pour pouvoir survivre à toutes ces difficultés, il faut avoir un mental d'acier. On va aller à la page 37, peut-être pour mieux faire comprendre aux lecteurs que nous suivent. Vous dites « Éternel espoir », le titre même de votre ouvrage, à la page 37. Oui. Vous me permettez de lire aussi le premier vers, même si je ne suis pas poète, je suis journaliste. Peut-être que je suis aussi sur le chemin. Aucun mot ne pourra réconforter un cœur peiné, aucun mot ne pourra empêcher un cœur meurtri et assoiffé de déverser des torrents de larmes. Cependant, il existe des mots pour soulager l'esprit. Des mots que vous avez. Quels sont ces mots, Rachel? Ce sont ces mots qui se trouvent dans ce recueil de poèmes. D'accord. Et on a le triomphe aussi qui m'a touchée à la page 47. On a le triomphe. Voilà, le triomphe qui est un mot fort. On ne va pas lire le vers. Mais à la page 49, vous évoquez aussi la question de l'amour. C'est vrai, il y a l'espoir, mais vous abordez aussi le sujet de l'amour. Ça vous intéresse, l'amour, déjà à 18 ans, Rachel? Non, je voulais un texte qui parle de tout, un recueil qui touche tous les domaines. Puisque je dis, il s'agit ici de transcender toutes les difficultés de la vie. Et l'amour aussi est un thème qui fait partie de la vie. Raison pour laquelle j'ai abordé. D'accord. Mon homme à la page 63. Mon homme à la page 63. Vous songez déjà au mariage? Je vais donner la même réponse comme tout à l'heure. Allez-y. C'est la même réponse. C'est un thème c'est un thème aussi qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, raison pour laquelle j'ai écrit ça. En fait, là, c'est ma conception du mariage. Quelle est votre conception? C'est que l'homme et la femme... Parce que dans le mariage aussi, on doit espérer, il y a aussi l'espoir dans le mariage. Oui. Donc, donnez d'abord votre conception du mariage, allez-y. C'est que l'homme et la femme doivent faire un, parce que comme le premier vers le dit, le second, mon homme sera moi et moi je serai lui. C'est-à-dire, l'homme doit être notre personne intérieure. Et nous devons être la personne intérieure de notre homme. On forme un. Voilà, ainsi nous formons un. Une seule chair, donc. Une seule chair. Merci en tout cas, Guy Rachel. Après Éternel Espoir, que promettez-vous aux lecteurs? Après Éternel Espoir, je promets un recueil de nouvelles cette fois-ci. Juste pour dire que je ne suis pas... que les autres gens littéraires ne me sont pas hostiles. Ouais. Et à 18 ans, en tout cas, on ne peut que vous souhaiter plein succès. Merci en tout cas, Guy Rachel, d'avoir été notre invité de ce soir.
Merci d'avoir été en tout cas avec nous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à la réalisation pilotée par Edouard Kofisaka et Awa Sawadogo, à Sylvie Touré pour la supervision et à toute l'équipe technique. Merci à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. À demain 20h.